11 mai 1940. L'offensive allemande bat son plein. Après avoir percé la ligne de défense belge à Maastricht, les Allemands foncent vers la frontière française. Les Alliés, en réaction, ont lancé la manœuvre d'Il et avancent aussi en Belgique pour gagner leur position. En milieu de journée, l'état-major belge a décidé, devant la situation, d'abandonner la ligne du canal Albert et de replier ses forces sur la Dyle et la ligne Anvers, Wavre, Namur. À Liège, la belle confiance qu'avait montrée le général Craeux, commandant le 3e corps belge, lors de sa rencontre avec l'officier de liaison du corps de cavalerie français, s'est envolée. Débordé au nord par l'avance des 2e et 3e Panzer, où le 1er corps belge est en cours de destruction, ses liaisons avec l'arrière et avec ses propres unités sans cesse interrompues, il reçoit l'ordre de tenir la ville au moins jusqu'à 21h, puis de reculer vers Namur. Mais la carence des transmissions, tant vers l'avant que vers l'arrière, rend l'organisation du repli compliquée. En fin d'après-midi, les liaisons sont finalement totalement coupées dans toute la zone de Liège. À partir de 20h, un vent de panique saisit une partie des forces du 3e corps, qui, au cri « Les Allemands arrivent », se replient en désordre alors que les unités allemandes les plus proches sont à une dizaine de kilomètres. Plusieurs officiers quittent leur PC pour ne plus y revenir. En début de soirée, le repli se transforme en déroute. En fait, les Allemands n'entreront dans Liège que le lendemain en début d'après-midi. Mais si plusieurs forts de la position fortifiée de Liège sont tombés facilement aux mains des Allemands, les forts de Boncel et de Flémal tiendront jusqu'au 16 mai, ceux de Fléron, Chaude-Fontaine et Hambourg jusqu'au 17. Le fort d'Aubin-Neufchâteau tiendra lui jusqu'au 21, et enfin celui de Tancrémont, sous les ordres du capitaine De Vos, jusqu'au 29 mai à 11h, soit plus d'une journée après la capitulation belge. À la sortie des officiers qui ont si vaillamment défendu leur position, leurs homologues allemands leur rendent les honneurs et ne hisseront le drapeau allemand qu'après la sortie du dernier défenseur. 2000 Allemands ont été tués ou blessés pendant les assauts. Revenons au 12 mai qui voit, en début d'après-midi, se tenir une conférence interalliée au château de Casteau, près de Mons. Elle réunit Daladier, ministre de la Défense française, le général Billotte, le général Georges, le général anglais Ponwall, représentant le général Gort, commandant du BEF, et enfin le roi Léopold III de Belgique, accompagné de son conseiller militaire, le général von Overstraten. Dans une ambiance lourde, les participants ne peuvent que constater leur manque d'informations sur la situation et peu de décisions sont prises, si ce n'est l'extension du rôle de coordinateur du général Billotte aux armées belges, qui est immédiatement mise à mal dès lors que l'on aborde le sujet du repli des unités des chasseurs ardennais que les Français voudraient arrêter pour éviter de découvrir le flanc du corps de cavalerie. Il est néanmoins convenu qu'ils passeront sous commandement français, mais devant la carence totale des transmissions, cet accord ne pourra être réellement appliqué sur le terrain. De plus, Billotte reste convaincu que l'axe d'attaque principal allemand passe par le centre de la Belgique, alors même qu'arrivent les premiers avertissements sur des concentrations blindées allemandes dans les Ardennes, repérées par les reconnaissances aériennes. Pour le moment, toute l'attention des Alliés est attirée par la progression des 3e et 4e Panzer sur l'axe Tongres-Annu-Gembloux, où a pris position le corps de cavalerie du général Priou. Son dispositif défensif s'appuie principalement sur 2 cours d'eau, la Mehaigne et la Jette, depuis Huy sur la Meuse jusqu'à Tirlemont. La mise en place des positions défensives a d'ailleurs été gênée par l'afflux de réfugiés et troupes belges en retraite, et certains barrages ont dû être défendus l'arme au poing. Au petit matin du 12, aux abords de Annu, les groupes de reconnaissance du corps de cavalerie se sont repliés progressivement devant les unités blindées allemandes, bien supérieures en moyens. Le général Hauptner, commandant du corps Panzer, qui veut percer la ligne française à Annu et atteindre Gembloux pour empêcher l'installation de l'infanterie française, lance ses chars dans un débordement par le sud de la ville. À 7h, Créan, défendu par les chars H-35 du 2e cuirassier et l'infanterie du 11e régiment de dragons portés, est durement attaqué par les chars et l'infanterie, avec le soutien massif de la Luftwaffe. Un peu avant 10h, 25 chars français lancent une attaque sur les éléments blindés avancés de la 4e Panzer. S'ils sont durement repoussés, perdant 7 chars, ils arrêtent momentanément l'attaque. En fin de matinée, la situation devenant critique, l'infanterie de Créon se replie sur Tisne, suivie peu après par les chars. Dans les airs, largement dominés par les Allemands, les Alliés lancent malgré tout plusieurs attaques sur la route Maastricht-Tongres. Mais la DCA y est nombreuse et la chasse allemande omniprésente. La RAF perd 22 des 38 avions engagés et les Français 8 sur les 18 Breguet 693, dont c'était la première mission. Ce sera le dernier effort aérien allié dans le secteur.
la nouvelle menace dans les Ardennes et sur le centre du front, monopolisant tous les moyens aériens à partir du 13 mai. En attendant, la 4e Panzer est à court d'essence, qui est restée bloquée à l'est de Maastricht, et la 3e Panzer n'a toujours pas fini de franchir le fleuve. Les Allemands abandonnent alors Créon, leur flanc gauche étant trop exposé. À 15h30, pour la première fois, un parachutage d'essence a lieu à proximité d'Olonne-sur-Gers, permettant le ravitaillement des blindés. Peu après 18h, 10 Saumua sont envoyés à Créon, que les patrouilles disent vides d'ennemis. Les chars pénètrent dans le village, mais sont rapidement accrochés par les blindés allemands. 4 Saumua sont perdus. Le reste regagnera à la nuit les positions françaises. À la tombée de la nuit, une colonne de blindés légers allemands, sortant de Créon en direction de Merdorp, est stoppée net et repoussée par un tir de barrage de l'artillerie. Vers 19h, c'est Tisne qui est attaqué. Les hommes du 11e régiment de dragons portés, soutenus par des Hotchkiss, se défendent farouchement. Puis, sous le couvert d'une contre-attaque de chars Saumua du 1er cuirassier, se replient sur Merdorp et Gendrin. Dans l'engagement, le char du commandant du 35e régiment de Panzer est détruit, provoquant un certain flottement chez les Allemands. Les pertes de cette première journée de combat ont été lourdes, surtout au premier groupe d'escadron du 2e cuirassier, où 24 chars Hotchkiss sur 42 ont été perdus. Mais côté allemand aussi, les pertes ont été importantes. Hoppner constate que les Panzers 1 et 2 ne sont pas de taille face aux Saumua et même aux Hotchkiss, alors qu'ils constituent 70% de ces blindés. Son supérieur, le général von Reichenau, commandant la 6e armée, est lui plutôt optimiste et donne comme mission pour le 13 mai la percée du dispositif allié au nord de Gembloux, avec pour objectif la ligne Nivelles-Lutre. En attendant, les positions françaises au nord-ouest d'Annu sont attaquées dans la nuit par l'infanterie allemande soutenue par des automitrailleuses. À Vanzin, les combats durent toute la nuit. Au petit matin, du côté de la 2e division légère mécanique, une contre-attaque est lancée par une trentaine de Saumua du 13e régiment de dragons en direction de Créon et Merdorp, mais elle est arrêtée puis repoussée par les chars du 35e régiment de Panzer. Toujours sur le front de la 2e DLM, les Allemands, qui veulent couvrir le flanc gauche de leur attaque, lancent des éléments des divisions d'infanterie qui progressent depuis Liège sur les positions françaises le long de la Mehaigne, un peu au nord de Huy. Et comme le front de la 2e DLM, bien trop étendu, ne permet pas une défense continue, des unités allemandes s'infiltrent entre les positions. Le général Bougrain, commandant la division, y envoie ses réserves blindées pour redresser la situation. Mais par là même, il joue le jeu des Allemands en privant le corps de cavalerie des moyens de lancer une contre-attaque sur le flanc de l'offensive principale des Panzers en direction de Gembloux. En effet, à 10h, les 2 divisions de Panzer lancent l'attaque. Au sud, la 4e Panzer attaque en direction de Merdorp et Gendrin, défendus par un escadron de Saumua et un bataillon de dragons portés. Les combats sont acharnés et Merdorp finit par tomber. Les éléments français survivants se repliant sur Branchon et Gendrouille. À Gendrin, qui est encerclé en début d'après-midi, une sortie permet de sauver une partie des troupes, mais seulement 7 Saumua sur 21, criblés d'impact, parviendront à rejoindre le 1er cuirassier à Valin-Saint-Paul. Plus au nord, la 3e Panzer attaque en direction d'Orp. Après un intense bombardement d'artillerie et plusieurs attaques aériennes, les blindés finissent par submerger les points d'appui français qui tentent de se replier sur Marie en milieu de journée. Vers 15h, les Allemands subissent une violente contre-attaque de flanc du 1er cuirassier qui les rejette vers Orp. Mais l'intervention des antichars et le renfort d'un bataillon blindé redresse la situation et finalement repousse l'attaque. Les Saumua couvrent alors le repli des Français sur Jodoigne. Enfin, plus au nord, vers Tillermont, le 3e bataillon de dragons portés, soutenu par quelques Hotchkiss, doit faire face à de mordantes attaques d'infanterie appuyées par des automitrailleuses. Après de violents combats, il se replie sur Aise, non sans mal. Du côté de la 2e DLM, l'intervention des blindés a permis de rétablir le front le long de la Mehaigne. Mais le repli de la 3e DLM découvre son flanc gauche, et à 16h, Priou autorise son repli. Dans la nuit, les Français se replient donc sur la ligne Aise-Perrouet-Marchaux-Vélette, derrière la ligne incomplète de barrage anti-chars de Cointet. Au petit matin du 14, les Allemands, bousculant les obstacles, lancent l'attaque sur Perrouet, qui est occupé à 7h. La 3e DLM lâche du terrain et plusieurs villages tombent entre les mains des Allemands.
En fin de matinée, l'action de l'artillerie de la première armée et des contre-attaques blindées stoppent provisoirement les assaillants. Mais l'attaque reprend dans l'après-midi, plus puissante. Devant la dislocation grandissante de son front, Priou donne l'ordre au corps de cavalerie de franchir la ligne de résistance de la première armée. Le bilan du corps de cavalerie est mitigé. S'il a bien rempli sa mission, qui consistait à couvrir l'installation des unités du 4e corps devant Gembloux, il n'a pas pu ou su exploiter la supériorité matérielle de ses blindés. Souvent dispersés en fractions plus ou moins importantes sur le terrain, cherchant à garder un front continu pourtant trop long pour ses effectifs, Priou ne pourra concentrer ses forces pour lancer de puissantes attaques. Par exemple, il manquera l'occasion, le 14, d'attaquer le flanc découvert de la 4e Panzer avec ses escadrons de la 2e DLM, qui vont se disperser pour établir le front de la Mehaigne, pourtant rapidement abandonné. Côté matériel, les Allemands ont perdu 210 chars pour 105 côté français. Mais, restés maîtres du terrain, ils pourront récupérer, réparer et cannibaliser un grand nombre de leurs chars. Enfin, si tactiquement c'est incontestablement un succès français, empêchant Hoppner d'atteindre son objectif de percer le secteur de Gembloux, c'est aussi, en attirant l'attention des Alliés, un succès opérationnel allemand, masquant le véritable axe principal de l'attaque. Mais revenons au 14 mai, où les unités de la première armée française, chargées du secteur Wavre, Gembloux, Namur, se sont installées sur les positions prévues. C'est le 4e corps du général M qui a pour mission de tenir, avec la 1re division marocaine et la 15e division d'infanterie motorisée, le secteur de Gembloux. Le plan initial prévoyait une défense qui s'appuierait sur une ligne d'obstacles anti-chars avec en soutien 2 des nouvelles divisions blindées françaises, les 1re et 2e divisions cuirassées, et enfin plusieurs jours pour s'installer. Mais les obstacles n'existent pas, et seul le remblai de la voie ferrée Wavre-Namur va servir de ligne anti-chars. Quant aux 2 DCR, devant l'urgence, elles ont été envoyées l'une du côté de Dinant, l'autre auprès de la 9e armée, où la situation se dégrade rapidement. Et si la 15e division d'infanterie motorisée peut rapidement gagner ses positions, du sud de Gembloux à Bezay, grâce à ses véhicules, la 1re division marocaine, qui doit tenir le secteur Gembloux-Hernage, doit utiliser un groupe de transport qui fera défaut ici ou là. Les hordes de réfugiés et les destructions de la Luftwaffe entraînent des retards et obligent à des détours qui perturbent gravement l'organisation du transport. Le 7e régiment de tirailleurs marocains, qui a attendu ses transports toute la nuit du 12 au 13 mai, finit par gagner à pied ses positions, faisant 70 km lors de la dernière étape. Il n'aura que 4 heures pour s'installer avant d'affronter les Allemands. Enfin, même si la 1re division marocaine est considérée comme une division de premier plan, chargée de défendre un secteur considéré comme crucial, elle n'échappe pas au manque de matériel. Elle ne dispose en effet que de 27 canons anti-chars au lieu des 48 prévus, manque de véhicules et accuse un déficit de 400 chevaux. La bataille de Gembloux commence vers 10 h à Hernage. Les automitrailleuses allemandes profitent du recul de blindés du corps de cavalerie mêlés à des réfugiés pour tenter d'entrer dans la ville. Mais les tirailleurs du 1er RTM, revenus de leur erreur, détruisent une partie des véhicules et rejettent les autres. En fin de matinée, les éléments des 2 DLM restés sur la ligne de Perway, débordés de toutes parts, reçoivent l'ordre de se replier derrière les positions de Gembloux. À partir de midi, la 4e division de Panzer lance une attaque sur Hernage avec le soutien d'un bataillon d'infanterie. Les combats sont intenses, mais le feu des Marocains détruit 8 chars et repousse les assaillants. Dans le même temps, le général Join et sa 15e division d'infanterie motorisée tuent dans l'œuf, grâce à une concentration d'artillerie bien organisée, une tentative d'assaut près de Lonzé. Sur Gembloux même, en feu suite aux incessants raids aériens et tirs d'artillerie, une tentative de motocyclistes soutenue par des automitrailleuses est repoussée. À la nuit tombée, la 1re division marocaine a tenu ses positions malgré l'absence totale de soutien aérien et l'impréparation du terrain. La nuit est mise à profit pour améliorer les positions. De plus, plusieurs éléments belges des chasseurs ardennais qui ne peuvent rejoindre leur unité participent à la défense avec les Français. Le lendemain, autour de 5 h, l'attaque reprend sur Hernage par de violents tirs d'artillerie et des raids aériens. À 6 h 30, l'infanterie allemande, soutenue par des chars, lance l'assaut. Si l'attaque au nord est stoppée, les assaillants pénètrent dans l'est de l'agglomération. Petit à petit, avec le soutien massif de la Luftwaffe, les Allemands progressent et le 1er bataillon du 7e RTM finit par être encerclé.
Il résistera jusqu'à 18 heures, où seulement une dizaine de survivants, tous blessés, se rendront. En milieu de matinée, la liaison avec la première division motorisée au nord est perdue et les Marocains ont été rejetés d'Ernage. Au centre, à 10h30, une puissante attaque allemande aborde le nord de Gembloux. Les combats sont acharnés, allant jusqu'au corps à corps. Et si les assaillants parviennent à prendre pied dans la ville, ils sont contenus. En début d'après-midi, le général Méliès, commandant la division marocaine et qui parcourt le front en tous sens à bord d'un sidecar, organise une contre-attaque vers Ernage avec un bataillon marocain. À 13h, l'attaque est lancée, et après des combats qui vont durer tout l'après-midi, les Marocains parviennent à rétablir la liaison avec la première division motorisée au nord et tenir la ligne d'arrêt derrière Ernage. À 15h, c'est un bataillon de chars de combat et un bataillon marocain qui lance l'attaque au centre, entre Gembloux et Ernage. L'engagement est d'une violence rare, et les Allemands sont contraints d'utiliser leurs réserves pour contenir les Français. Mais plus d'un tiers de l'infanterie marocaine est hors de combat, et il ne reste que 6 chars au bataillon blindé. À la tombée de la nuit, les Marocains ont rétabli la situation, infligeant de lourdes pertes aux assaillants et empêchant la 6e armée allemande de percer le front malgré l'absence totale de soutien aérien. C'est une belle victoire défensive à mettre au crédit des Marocains, mais l'unité est exsangue. Un tiers des effectifs est hors de combat et les survivants sont épuisés. Dans la nuit du 15 au 16 mai, la première armée reçoit l'ordre de se replier. En effet, la position d'Isle, dans son ensemble, est abandonnée. C'est la conséquence de l'avance des blindés allemands qui ont franchi la Meuse et menacent les arrières de l'ensemble des unités alliées. La première partie du plan allemand a parfaitement fonctionné et les Alliés, profondément engagés en Belgique, se retrouvent menacés d'être tournés. La première armée, comme les Anglais et la 7e armée, entame un recul qui va, de décrochage en retraite, les conduire jusqu'à Dunkerque.